Hôtel. Bonjour et bienvenue pour ce flash spécial de 666 Shape of Fine. Ce communiqué fera le point sur la problématique de l'alimentation, essentiellement répandue par les soi-disant professionnels et experts occidentaux, qui seront confrontés aux arguments de la science kamite. Nous aborderons également la thématique du danger des sex symboles à travers l'être et le paraître, véhiculés par les protagonistes mis en avant par l'Empire occidental. Merci à tous nos fidèles auditeurs et à vous les studios. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my friend. She said, bonjour, madame. And then she says, say, and I say, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my friends. I said, bonjour, madame. And she says, say, and I say, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. Satari. Quel est le danger pour les populations actuelles de se référer à tous les professionnels et experts en nutrition, surtout quand on touche au domaine du sport? L'arnaque principale consiste à vous faire oublier que vous êtes face à des marchands qui travaillent pour l'Empire occidental. Ainsi vous adhérez via leur propagande à une suite de méthodes, de produits généralisés, comme si nous avions tous le même code génétique et que nous étions tous programmés pour manger la même chose. Ce qui, par évidence, de nature, est faux. Ok, qu'est-ce qu'on fait alors? Tout d'abord, il existe des êtres mélanistiques et des êtres leucodères. Débutons en présentant l'approche scientifique de la mélanine faite par l'Empire occidental et analysons ensuite les recherches effectuées par les scientifiques kamites. Pour voir comment est faite la peau. La peau est faite de 3 couches. Vous avez ici donc l'extérieur, la profondeur. La couche la plus superficielle, c'est ce qu'on appelle l'épiderme, faite essentiellement de cellules. Ensuite, il y a le derme qui contient du tissu conjonctif. En fait, ce sont des éléments riches en fibres élastiques, en vaisseaux sanguins, en air. Et puis l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde qui contient essentiellement de la graisse. Et alors, ce qui donne sa couleur à la peau, c'est la partie la plus superficielle, c'est l'épithélium, qui est fait de cellules, différentes cellules, mais celles qui nous intéressent, ce sont les mélanocytes. On va voir ça sur l'image suivante. Ces mélanocytes vont produire de la mélanine. Vous voyez ici, en fait, ce sont ces cellules qui vont produire de la mélanine. En fait, au fur et à mesure, elles vont remonter vers la surface. Des cellules qui sont composées d'un pigment. Et ce sont le nombre de mélanocytes, le nombre de mélanocytes est variable en fonction de la localisation. On en a plus sur le visage que sur le corps. En revanche, il est identique, ça c'est important, d'une population à une autre. Oui, c'est contrairement à ce qu'on pense, parce que les blancs, les noirs, les asiatiques, eh bien on a tous le même nombre de cellules, de mélanocytes. C'est la qualité et la quantité de pigments à l'intérieur de ces cellules qui va varier, puisque les noirs ont par exemple 8 à 10 fois plus de mélanine, de pigments que les blancs, et un asiatique en a 5 fois plus. Alors il faut aussi savoir que la peau subit un renouvellement permanent, c'est un peu comme pour les os, il y en a une partie qui va être éliminée, une autre partie qui va être fabriquée, tout ça bien sûr de la profondeur à la surface, tout ça pour permettre à la peau d'assurer son rôle de protection vis-à-vis par exemple des ultraviolets, mais vis-à-vis également de toutes les agressions qu'on peut avoir dans la journée. Voilà, et certaines agressions sont liées à des médicaments. Il y a des produits qui agissent également au niveau de la peau, et justement parfois c'est le blanchiment qui fait partie des effets secondaires de ces médicaments. Alors ces produits sont très nocifs, en général ils sont interdits, parfois ils ne le sont pas, mais dans ce cas-là ils sont détournés de leur utilisation d'origine. Elle n'est pas grasse du tout et pénètre facilement dans la peau. On peut s'habiller tout de suite après. Elle donne vraiment un effet hâlé très rapidement et permet un bronzage au soleil en sécurité. Enfin, ils ont apprécié le fait qu'elle laisse un délicat parfum très agréable sur la peau. Merci, et maintenant c'est au tour de Mademoiselle Blush, on l'écoute. Bonjour tout le monde! Une crème solaire qui fait bronzer, vous aussi ça vous étonne. En fait, cette crème contient de la mélanine. Vous savez, c'est elle qui remonte à la surface de l'épiderme quand vous vous exposez légèrement. Elle brunit votre peau pour la protéger du soleil. Et bien cette crème en contient, et elle agit donc dès l'application sur votre peau pour la brunir directement. Vous ne passez donc plus par la casse-cou de soleil et pouvez démarrer votre exposition déjà protégée. Alors je vous souhaite un bon bronzage et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Voilà, des cellules de la base de l'épiderme, les mélanocytes, fabriquent un pigment marron foncé, la mélanine. En cas d'exposition au soleil, la quantité de mélanine synthétisée augmente et ce pigment se déplace pour se répartir dans toutes les cellules de l'épiderme. C'est ce qui fait foncer notre peau. C'est en fait un moyen de protection mis en place par notre organisme pour contrer les rayons du soleil et notamment les UV. Le soleil émet différents types de rayons. Certains sont perçus par l'œil humain et correspondent aux différentes couleurs que nous voyons. D'autres sont invisibles pour l'homme, comme les ultraviolets ou UV.
Il existe 3 types d'UV en fonction de leur longueur d'onde, mais c'est essentiellement aux UVB qu'on doit les coups de soleil. Les UV sont capables d'atteindre les noyaux de nos kératinocytes et de modifier directement la structure de leur ADN. Si ces perturbations ne sont pas réparées, les UV peuvent conduire à l'apparition de changements dans notre information génétique, les fameuses mutations. Portons notre attention maintenant sur les travaux des scientifiques Amit. Melanin is a neurochemical that is produced in part through the pituitary and the pineal gland. They both play a central role in the production of melanin, which is ultimately responsible for the color that we have in our skin. Now, historically, it had always been thought that melanin played a significant role in the intellectual propensity of African people. For example, when you study some of the Greek writings on melanin or the color of Africans, many of the Greek philosophers believed that melanin played some sort of a role in how Africans had been able to create and develop some of the sciences that they had come to be known for. So melanin was always considered an intellectual sort of a chemical. The pineal gland, which produces melanin, it's shaped like a pine cone. And the origin of the word pineal literally means resembling a pine cone. Now, in ancient symbolisms, the pine cone has always been represented because people knew the importance of the pineal gland as it related to melanin and the universe. Melanin is a molecule, and the concept of melanin is it is black in its nature, and we find it in the cosmos, we find it in the heavens, we find it in water, we find it in land, we find it in everything that exists. The sperm of the male and the egg of the woman, they're both layered with melanin, so that when the sperm penetrates the egg, there is a melanin explosion, and that melanin helps to formulate the fetus within that egg, and that fetus is literally coated with the melanin substance. And that melanin substance then goes on to form the brain and the central nervous system. So every human being begins with a melanin explosion. Melanin is an intelligence. It's an intelligence because it is the primary dynamic in every part of the cell. It's a primary dynamic in the core of the human being as well as to the surface of the human being. Its intelligence is responsible for the forming of the nervous system. Every part of the nervous system has these little black dots all through it, which essentially carry information. So melanin, from a physical standpoint, is that substance that accounts for what black people refer to as soul. We move differently, we walk differently, we talk differently because we have access to a different form of energy than other folk. Not only is melanin a pigment, which is so obvious, but melanin as an intelligence is a communications module that essentially broadcasts as well as receives information by way of light and sound frequency signatures. Scholars and scientists have been having conferences about melanin, to my awareness, at least since the 1920s. The pineal glands of most of our white brothers and sisters are calcified, and so they make less melanin. And that comes from the historical relationship to what we call the Permian Ice Age, that 10,000 years of glacial freezing that happened in Europe after the Africans who were the Grimaldi moved up there. And so it became the survival of the fittest. Who was able to adapt could survive. Who wasn't able to adapt died. So those people who were able to get rid of their melanin was able to survive. Those who could not get rid of the melanin, they died. These scientists said that the pineal gland, they refer to the pineal gland as a vestigial organ. That is a calcified gland within the body that serves no purpose, as if the creator would create something that you didn't need. And it was only after the Vietnam War, in the late 60s and early 70s, that they began to rewrite their interpretation of the pineal gland. The reason for that was that a
large number of African Americans fought and died during the Vietnam War. And whenever a soldier dies, there's an autopsy that's performed before their body is sent back to Dover Air Force Base. And what they discovered, what these physicians discovered, is that when they performed the autopsies, the 75 to 80% of the African American soldiers had a large functioning pineal gland. The pineal gland is normally about the size of your thumb. So it was not a vestigial organ in 70 to 80% of African Americans, but it is a calcified organ in 75 to 80% of people with European ancestry. So they began to reevaluate the pineal gland. They began to reevaluate melanin. I think if you talk to Dr. Welsing, she'll tell you this is about genetic annihilation or genetic survival, okay? It's about genetics. Who will survive America? Who will survive the world? Whose genetics will hold up? What is going to be the genetic, or the genotype that's on the planet 1,000 years from now? Will it be white? Will it be brown? Will it be black? And so you find that the elements of the human family that find themselves suffering from the ecology that we're in, they're struggling to survive and to be able to maintain themselves. All nations, European nations and America, white Americans, are at minus birth rate right now. Not zero birth rate, where they're keeping up with the natural death. They're at minus birth rate. And so that's why there's so much emphasis on artificial birth creation and other ways to have babies and make babies that are beyond the normal. And you'll also find that this adopting black baby. Because you're destined to be a planned minority. You know what a minority means? That means a loser. It means you're a loser. It's very difficult to control a group of people militarily because eventually the money will run out if you try to control a group of people militarily. And also the possibility of them raising up against you is always imminent. So it's best to control a people psychologically. When you conquer a people, you have two choices. One, you have to commit an act of genocide. Either you wipe them out completely, complete act of genocide so that you can take over the resources of the land. Or you kill the warrior class of these people and you enslave the children and the elderly. This is just war history. In our situation, meaning those that live in the United States, the choice was enslavement, not genocide. That means that from a child, you have to be taught that everything about you is wrong. Everything about who you were and where you came from is wrong. And I mean wrong, immoral and illegal. There's a war being waged on melanated people, and melanated people of color, should realize that a war is going on. A lot of melanated people do not realize that this war is going on, and this war is going on an educational front. There's a spiritual warfare, there's a medical warfare, there's a prison industrial warfare, and there's an economic warfare being imposed on people of color, especially in America. D'accord, Jamy. Mais du coup, je mange quoi? Parce que moi et mon miroir, on veut la santé et la beauté à la Thibaut Inchep, quoi, tu vois. L'alimentation est un sujet sensible, car il y a des êtres mélanistiques, des êtres leucodéens et une autre partie qui jongle entre les deux états. Alors, que faire pour se nourrir comme il convient et parvenir au corps de rêve, ces sex symboles, ce que tout le monde veut s'approprier? Tendez l'oreille pour connaître le secret et soyez bien attentifs. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the bar. You should have never doubted me. I'm gonna run to my last breath. I'm gonna hustle to my last breath. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. Je vais vous lire ça. C'est l'association Génération Future qui a relancé le sujet la semaine dernière en faisant analyser en laboratoire tous les aliments qui entrent dans la composition des repas d'un enfant de 10 ans et ce n'est pas rassurant pour les parents. Explication, Céline Morel et Lydia Chaumont.
128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conforme aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et une trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques. Monsanto exerce une domination féroce. Quiconque veut faire de l'agriculture devra s'acoquiner avec Monsanto. Le soya leur appartient. Ils contrôlent tout, de la semence au supermarché. Ils tiennent peu à peu tout le système alimentaire sous leur emprise. Mais le plus cool chez Monsanto, c'est son histoire, avec des trouvailles exceptionnelles pour l'humanité tout entière. Ceci est un love computer expérimental. On va la faire courte. À la base, Monsanto est une société de produits chimiques. C'est Monsanto qui a géré The Manhattan Project. Vous savez, le projet de développement de la première bombe nucléaire. Juste après, il se lance dans la production d'herbicides et d'insecticides. Produits qui ont fait leur preuve pendant la guerre du Vietnam avec l'agent orange, hautement cancérigène. Mais il y a aussi les best-sellers, les hormones de croissance et les OGM. C'est quand même un super CV pour un agriculteur. Il y a toujours eu un lien étroit entre les représentants de Monsanto et les divers organes régulateurs et judiciaires qui prennent les décisions clés. Vous nous parlez d'un catalogue officiel. Qu'est-ce que c'est ce catalogue officiel ? Le catalogue officiel qui a été mis en place par l'administration française, par le GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, donc en gros les gros semenciers français. Mais ce catalogue officiel, c'est un catalogue qui est validé par l'administration française. Absolument. Donc, mais qui a été créé par des semenciers privés. Et qui ont fait valider ça par l'administration française. Donc nous, on est hors catalogue, puisqu'on est hors cadre, donc on est outlaw, on est hors la loi. On n'a pas le droit de vendre nos semences parce que non répertoriées au catalogue officiel. Et c'est pour ça qu'on a des procès. D'accord, voilà. C'est ça qui est important de nous expliquer. C'est ça le point d'interrogation et la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre philosophale qu'on ne peut pas changer au niveau de la loi, parce qu'on est hors la loi. Vous voyez, par rapport à ça, par rapport à nos variétés fixes, nos variétés pures, nos semences bio, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. Donc il faut le tampon du ministère de l'Agriculture pour pouvoir commercialiser de la semence aujourd'hui. Donc c'est la plupart du temps, maintenant, on assiste à des hybrides F1, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, hybride F1? C'est-à-dire des variétés non reproductibles, qui ne peuvent pas se reproduire en tant que telles. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple une tomate F1 Montfavet, le fruit que tu récoltes, tu pourras le manger, c'est une tomate. À mon avis, elle est insipide, elle n'a pas trop de goût, c'est pas de la tomate bio. Mais la graine que tu récupères de cette tomate, si tu la sèmes l'année d'après, dès la première année, il y a une dégénérescence totale. Donc tu es obligé de retourner tous les ans au tiroir caisse, racheter ta semence de tomate hybride F1 Montfavet pour avoir la même pureté variétale. Donc pour avoir, autrement, tu n'as plus rien du tout. Il y a un truc que je comprends. Donc ça veut dire ça n'existe plus les semences qu'on peut replanter d'année en année? C'est fini? Pratiquement. Si on plonge sur le catalogue Villemorin du début du siècle où il y avait par exemple, je sais pas, 120 choux cabus ou différents choux et tout ça, aujourd'hui il ne reste que 4 ou 5. Et c'est pratiquement que des hybrides F1. Donc encore une histoire de gros sous avec les grands patrons. Monsanto, Novartis, Cardicide, Dupont de Nemours, Syngenta. 9, 10 transmultinationales possèdent 85% du marché de la semence mondiale, blé, riz compris. Donc ils font ce qu'ils veulent. L'hémisphère sud est en train de disparaître. L'Afrique se meurt. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est au panier. Les Indes, Sud-Est asiatique où on va depuis 10 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de semences. Dépendance totale. Depuis 25 ans, nos gouvernements sont dominés par les industries qu'ils sont censés réglementer.
On parle de pouvoir centralisé. Toute cette puissance est utilisée pour nuire aux agriculteurs qui produisent la nourriture et aux ouvriers qui travaillent pour cette industrie. Elle nuit aussi aux consommateurs qu'on garde intentionnellement dans l'ignorance à propos de la provenance des aliments et des effets qu'ils ont sur leur corps. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va bien. Alors donc la question que nous nous posons, c'est est-ce que le peuple kamite peut manger tout type d'alimentation? Est-ce qu'on peut manger les fruits, les légumes, la viande comme le peuple occidental? Est-ce que nous pouvons manger la même chose? Donc c'est la première question que je vous pose, monsieur Swazi. Est-ce que le peuple kamite a le même type d'alimentation que les autres peuples? Effectivement, le peuple kamite est un peuple particulier, comme nous le savons, comme les autres peuples sont aussi particuliers. Et l'alimentation occupe une place très importante pour notre peuple également. Donc, nous les Kamites, nous mangeons certaines plantes et il y a des produits que nous ne pouvons pas manger, mais que nous mangeons aujourd'hui parce que nous sommes devenus, je vais dire, des hybrides. En fait, le fait que nous avons été éduqués d'une certaine manière, cela nous a éloignés de notre comportement alimentaire ancestral. Et donc, effectivement, lorsque vous prenez la tradition kamite, plus précisément l'école Congo au cœur de l'Afrique, l'alimentation, c'est la base de notre vie. Puisque déjà même dans le domaine de la spiritualité, vous avez constaté que manger pour nous est la première des choses que nous faisons de la naissance jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Et pour essayer d'expliciter ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que en Kikongo, par exemple, pour dire manger, nous disons dia, D-I-A. Et dia en Kikongo n'est autre que l'anagramme de Adi. Or, le mot Adi en Kikongo est un mot qui nous renvoie à la conscience de la lumière. En effet, dans la tradition Congo, la lumière divine, la lumière a une conscience. Et cette conscience, nous l'appelons Adi. Et donc, manger, anagramme de Adi, nous donne dia. Et donc, vous comprenez qu'en fait, dans la tradition, les êtres kamites, donc des Congo, des Bantou, comme on dit, ne peuvent pas manger des nutritions, des aliments qui ne cristallisent pas la lumière de la conscience divine. Est-ce que vous parlez du soleil là? Ah oui, je parle exactement des rayons solaires que nous appelons Kia en Congo, puisque vous savez que nous avons parlé la fois dernière dans l'émission passée. Oui. Le soleil, pour nous, les peuples mélanodermes, la base de la vie que nous menons sur cette terre, parce que nous canalisons les rayons solaires par notre peau, qui par la présence de la mélanine dans notre organisme permet la transformation de notre cholestérol en vitamine D. Oui, vous l'avez expliqué. Est-ce que c'est aussi une des raisons, on ne va pas changer de sujet, mais pour dire que je sais qu'en Haïti, par exemple, et l'outre-mer, la plupart des Noirs ont été envoyés donc, dans ces zones-là, parce qu'on s'est rendu compte que les esclaves n'étaient pas capables de rester longtemps dans les zones occidentales, qui faisaient trop froid. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple lié au soleil. Un continent. Vous savez que dans la tradition égyptienne, on nous appelle Sarah, fils et fille du soleil. Parce que nous sommes brûlés par le soleil. Voilà, c'est pour ça qu'on nous appelle Éthiopie aussi. D'accord. Donc vous comprenez que nous, notre particularité, c'est que nous sommes des enfants du soleil. Il y a des peuples sur terre qui sont carrément ennemis de ce soleil, parce qu'en effet, cela peut entraîner des dégâts au niveau de leur peau. Mais est-ce que prendre la vitamine D, c'est pas suffisant? Ça peut être suffisant, mais vous comprenez qu'entre l'artificiel et le naturel, il n'y a pas de comparaison. Donc la vitamine D, c'est artificiel? La vitamine D qu'on donne aux bébés dans les hôpitaux, c'est synthétique. D'accord. C'est artificiel. Okay. C'est-à-dire que notre corps, en tant que mélanoderme, crée de la vitamine D en quantité industrielle facilement. Et ce processus-là est naturel. Et la vitamine D que nous avons en nous permet la fixation du calcium sur les os humains. Et puis ça nous permet de ne pas avoir de la démence. Vous savez par exemple que la démence est le résultat de carence de vitamine D. D'accord. Et donc imaginez un instant que un peuple dont l'organisme ne digère pas beaucoup donc les rayons ultraviolets, parce que les rayons ultraviolets qui pénètrent, qui arrivent au niveau de la peau de l'être humain, doit être rejeté parce que ces UV sont toxiques pour le corps humain. Il s'avère que nous avons la mélanine qui nous permet de nous protéger contre ces rayons ultraviolets et puis retirer l'énergie nécessaire que nous appelons au Congo le Kia, qui permet la transformation de notre cholestérol en vitamine D. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'on doit manger plus de fruits et de légumes parce que c'est en contact direct avec le soleil. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en effet, la manière dont fonctionne le corps humain, c'est de la même manière dont fonctionnent les plantes.
D'accord. Les plantes, par exemple, ont ce que nous appelons la photosynthèse. D'accord. Vous savez, avec la chlorophylle des plantes, les plantes canalisent les rayons solaires. Et la particularité même des plantes, c'est que les plantes transforment l'énergie solaire en oxygène et se nourrit de notre dioxyde de carbone, notre gaz toxique que nous refoulons à l'extérieur sont transformés par les plantes en oxygène. Par l'impact, bien sûr, des rayons du soleil. Donc, en effet, lorsque nous mangeons, nous récupérons de l'énergie cristallisée à l'intérieur des plantes que nous mangeons. En mangeant donc les plantes, les légumes. Les légumes. Ok. Et donc, excusez-moi, donc là vous parlez des légumes qui ont été cultivés dans à l'air libre, ou on peut aussi manger des légumes qui viennent des serres en plein hiver avec un chauffage artificiel. il faut comprendre une chose très importante, c'est que normalement l'alimentation dépend de, je pense que je vais peut-être choquer certaines personnes, mais l'alimentation dépend de sa zone de naissance. D'accord. Ça veut dire que je vais vous prendre un exemple. Moi je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. Mon corps à moi m'a été donné par la canalisation énergétique de ma zone de naissance. Donc, en somme, l'alimentation adaptée à moi doit être une alimentation compatible avec l'énergie vibrationnelle de ma zone de naissance. Donc, ici, je suis au Canada. Pour me nourrir, je dois être à la quête des fruits venant du Congo. D'accord. Alors là, on a compris. Donc, il faut manger plus de fruits et de légumes, et de préférence ceux qui viennent donc du Congo, parce que nous sommes Congo. Vous parlez Congo avec un grand K. D'accord. Donc, ça regroupe à peu près le Gabon, la RCA, en fait l'Afrique centrale. D'accord. Ok. Alors, mais quels sont les aliments maintenant que l'on ne peut pas consommer? Là, par contre, 99% des aliments que nous mangeons aujourd'hui ne sont pas consommables. L'histoire de Justine, charmante végétarienne devenue cannibale après une séance de bizutage dans sa nouvelle école. Estomac sensible, s'abstenir.
avec le cannibalisme, on ajoute une métamorphose morale. Et du coup, c'est comment est-ce qu'elle apprend à dompter cette nature et comment est-ce qu'elle apprend l'humain en elle. Et être l'humain, ça veut dire je pourrais tuer, mais je ne tue pas. N'oubliez pas qu'en effet, toutes les personnes qui souffrent de l'anémie, la carence en fer, en vitamines B2 et B12 sont à l'origine de cela. D'accord. Et donc à partir de là, lorsque vous n'avez pas du fer en vous, l'Occident va vous dire il faut manger de la viande. Oui, la viande rouge, oui, c'est très La conseillé. viande rouge est cancérigène. D'accord. Mais peut-être en petite quantité, parce que souvent il dit que c'est l'abus qui est pas bon. L'anémie, il faut vraiment du fer. Et le fer, je pense que... Alors, il faut que je précise quelque chose avant qu'on avance. L'homme mélanoderme, je ne vais pas être radicaliste, ce n'est pas que... L'homme noir ne peut pas manger de la viande. C'est incompatible avec son organisme. Voilà pourquoi il est très important de comprendre cela. Et les femmes africaines, la majorité qui mangent beaucoup de viande en Afrique, ont de la barbe. Oui, on a remarqué souvent des dames qui ont de la barbe. Oui, parce que le cholestérol, l'oestrogène et la testostérone qui se trouvent à l'intérieur des structures de viande se développent dans le corps d'une femme. Mais pas la femme blanche. La femme blanche peut manger de la viande sans avoir de la barbe. Il faut bien comprendre que... C'est pour ça que je me dis, il ne faut pas être prudent pour ne pas qu'on dise de quoi tu parles. Parce que la femme... Vous avez l'habitude, hein. Non, mais c'est vrai que ce sujet est très sensible dans le sens où on ne peut pas manger de la viande. C'est pas possible. Pas parce qu'il ne faut pas manger de la viande. C'est parce que, en effet, qu'est-ce que cela veut dire manger? Parce que, est-ce que manger, c'est prendre l'aliment même de la bouche? Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne se rendent pas compte et ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire, manger. Manger, cher Mpangui, cher frère, cher soeur, comme on dit chez nous. Manger, c'est extraire l'âme de ce que l'on mange et le télécharger à l'intérieur de sa structure cellulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on met quelque chose dans sa bouche, je prends du pain par exemple, que vous mettez dans votre bouche, nous désintégrons les molécules de ce pain dans le but d'extraire de l'information liée génétiquement à ce pain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle le mitochondrie, qui est le centre énergétique du cytoplasme de la structure, par exemple comme le pain, dans le niveau cellulaire, le but de la nutrition, c'est ça. Télécharger de l'information contenue au niveau du cytoplasme, donc au niveau du mitochondrie énergétique, de ce que nous mangeons à l'intérieur de notre cellule. Ben, je sais que le porc, on dit que l'ADN du porc est similaire à l'ADN de l'humain. Oui. Et que c'est pour ça qu'il ne faut pas manger donc, du porc, par exemple. Parce que ça a été, comme le porc a été, ce sont des produits qui ont été créés en laboratoire de toutes pièces. Le porc a été créé en laboratoire? Oui. Un mélange entre certains animaux et les chiens. Mais si vous savez, il y a des choses que nous mangeons tout à fait. Ah bon? Voilà. Mais alors le porc, le blanc peut le manger mais pas le noir. Et la viande rouge, le blanc peut manger mais pas le noir. Il faut comprendre d'abord quelle est la structure du corps du blanc et la structure du corps du noir. Je pense que ce sujet-là, on peut le traiter, le sujet qui va venir. Oui, c'est parce que là c'est trop long, d'accord. Parce que, on n'a pas les mêmes ADN. On n'est pas pareil. D'accord. On n'est pas pareil. Je sais que l'ossature est différente, ça je le savais. Dans tout, l'ossature, la structure génétique. Le sang aussi. Le sang, même pas le groupe sanguin. Lydia et Claude Bourguignon ont fondé ensemble le LAMS, laboratoire d'analyse de la microbiologie des sols. Et leur faire comprendre que c'est pas ça le métier d'agriculteur, c'est doit nourrir, et donc il doit nourrir avec des animaux sains et des plantes saines. Or, c'est plus ce qu'ils font. Ils n'élèvent plus que des plantes malades et des animaux malades. C'est avec ça qu'on va nourrir la population. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau. Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses, mais c'est plus du sol. Regarde l'état du sol, le malheureux. Il est couvert d'algues, parce que les algues et les mousses poussent sur les rochers. Donc comme ce sol est devenu un rocher, là, il est complètement fissuré, complètement... Voilà. Ça, c'est un sol mort. Regarde ça. On fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique ça, c'est superbe ça. Et donc à partir de là, il y a une autre plante par exemple qui peut aussi choquer les gens, par exemple c'est des tubercules. En fait, disons la pomme de terre. D'accord. Mais ça c'est aussi en Occident. Ah oui, la pomme de terre est une plante qui est incomestible. En fait, bon, normalement un homme sérieux ne mange pas la pomme de terre.
Mais pourtant, on en mange partout, Mais dans les parce que- fast-food. Bien sûr. On mange les pommes de Beaucoup de gens terre. me posent cette question, ils disent une soir, mais les gens mangent la pomme de terre dans le monde entier. Oui, on fait des purées. Mais c'est on normal, fait c'est parce tellement. que les gens ne sont pas éduqués. Ah. Lorsque vous prenez par exemple un économiste qu'on appelle Malthus, hein, pour ceux qui savent s'instruire, vous pouvez taper sur Google Malthus, économie, le malthusianisme. C'est un économiste qui disait à son époque que la population croît à une vitesse géométrique alors que la production croît à une vitesse arithmétique. Je m'explique. Ça veut dire que la population croît plus vite que la production alimentaire. Alors à partir de là, pour équilibrer la population et l'alimentation, il fallait tuer une partie de la population. C'est écrit dans des livres, nous on a étudié ça à l'école. À partir de là, il faut des techniques d'assassinat des masses. Alors, on ne peut pas mettre les gens à les assassiner du matin au soir, donc il faut les tuer à petit feu à travers l'alimentation. Donc la pomme de terre, c'était un produit naturel ou pas? Non, c'était un produit. En fait, il y a la pomme de terre, il y en a beaucoup, hein, la pomme de terre, les carottes, les haricots que nous mangeons. Quel là. haricot vert ou le haricot blanc? Le haricot blanc, par Ok. exemple, là, ce sont des produits qui ont été modifiés génétiquement en laboratoire. D'accord. Alors juste pour revenir sur la pomme de terre, l'origine, c'est dans la Seconde Guerre mondiale, ça a été créé pour les Oui, prisonniers, c'est-à-dire c'est ça? que lors de la faim, pour faire la bouillie, là, comment ils appellent ça, leur bouffe française par exemple. La purée. La purée. Parce que lorsque les gens étaient. N'oubliez pas que pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, même la première, en Occident, les gens se sont mangés entre eux. Hein, parce que bon, les gens. Ils avaient trop faim, il faisait froid. Et donc il y avait des choses qu'on ne mangeait pas, que les gens commençaient à manger. Ok. Et parmi lesquelles nous avons la pomme de terre qui était donnée au porc dans le temps. Et qui c'est. Voilà pourquoi on appelle ça French frites par exemple. Ah, ok, d'accord. Non, ça vient de la crise en fait. Là, voilà, la crise. A big pot, putting in missionaries, cooking them and eating them. And that's a major myth about Africa because there's no evidence of any kind of cannibalism going on in Africa. There is no evidence of cannibalism in Africa. In fact, if you read a book called Man-Eater, there's more references to Europeans eating each other in the cold than there is Africans eating each other in the warmth. Why are you going to have a need to eat each other when the Creator and the Son has given you mango and peanuts and food to eat that comes to you plentifully? There's no evidence of it, but again, to denigrate Africa and Africans, they have to create an image that people are going to shy away from. There's so many fallacies about African people and African history and culture, and cannibalism is one example. You know, based on my study, I found more evidence of cannibalism practiced among Europeans in Virginia in the 1600s. There are documented cases of the first settlers coming to Virginia from England, coming here in fall and in the dead of winter and not having enough supplies to see them through that season. So there's documented instances of people exhuming the bodies of the dead and eating them. There's one particular instance, I forget the gentleman's name, but actually I read this in a National Geographic magazine about a man whose wife died and he kept her death a secret so that he could eat her corpse and survive the winter. The cannibalism was going on in Europe big time. There's a lot of evidence showing the cannibalism that was going on in Europe. As a matter of fact, this whole vampire phenomenon that we have is rooted in the cannibalism that was going on in Europe in the Middle Ages. One of the most famous vampires, Dracula, Count Dracula, is really based on a real person named Vlad Dracula, who's also known as Vlad the Impaler. And there's a very famous portrait of Vlad the Impaler from around 1499, sometime in the 1400s, showing him and these people that he impaled on the stake. But they only show half of this portrait because when you pan out of this portrait, you'll see Vlad the Impaler literally at a dinner table eating the body parts. And I mean, he has like knife, fork, salt and pepper, like he's at Applebee's or Denny's or something. You have to remember at the time, Isabella, or the queen at the time, put a bounty on slaves. And part of the edict that she sent out was anyone or any of the people that you catch who are cannibals, you can enslave them. So now everybody would say, okay, they were cannibals. J'entends bien, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend, ça. Effectivement, la difficulté réside dans la capacité à visualiser une information selon un angle auquel notre œil n'est pas habitué.
Voici quelques éléments qui, je suis sûr, vous aideront à trancher la question. The one thing that we could say about African peoples is that we left evidence of ourselves all over this planet. And that's the problem with European scientists. The deeper they dig, the blacker the planet gets. And what we have been made to see now is this infusion of European, philosophies about what the past was, and no one else on TV is actually giving us evidence of what we were, who we were, but Europeans. Les limitations résident dans notre cerveau et dans la programmation que nous avons gravée en nous depuis notre plus jeune âge. Les sociétés anciennes, certainement les Aztèques, les Mayas, les anciens Chinois et même les Chinois modernes, pour ce qu'il en est, ont vraiment compris et ressenti que l'humanité est affectée par le Soleil. Tôt ou tard, nous aurons un orage géomagnétique qui aura le schéma qui convient, qui influencera une grande partie des individus. Héraclite affirme qu'il y a 3 états d'être. Les hommes n'en ont conscience que de 2, l'état endormi et l'état éveillé. L'état de pleine conscience reste cependant toujours illusoire. Quand il y a un orage géomagnétique, on peut avoir des changements microstructurels à l'intérieur du tissu cérébral. Maintenant, si on change la structure, on change la fonction, ce qui signifie que l'espèce entière, en fait, toute chose vivante sur cette planète peut être modifiée. Des études actuelles confirment que, en fonction de la force du champ et du niveau de fréquence, non seulement l'humeur des patients peut être influencée, mais également leur perception, leur capacité à apprendre et leur mémoire. Clairement, les champs électromagnétiques ont une influence décisive sur notre fonction cérébrale et peuvent rapidement provoquer divers états de conscience. Les statistiques montrent de tout temps des parallèles clairs entre le taux de population sur Terre et l'activité des taches solaires, indication de la forte corrélation entre les cycles solaires et les réactions de notre climat et de toute vie biologique sur Terre. Les évaluations statistiques montrent en fait de façon claire que les perturbations du champ géomagnétique se reflètent dans à peu près tous les domaines de la vie. Taux de naissance, accidents industriels, statistiques de mort, accidents de circulation. Les chiffres sont toujours au-dessus des moyennes les jours où une activité géomagnétique extrême est enregistrée. Une étude diligentée par la Réserve fédérale américaine conclut que même les échanges boursiers internationaux sont directement influencés par les activités du champ géomagnétique. Il apparaît maintenant comme certain que le champ géomagnétique semble avoir une influence décisive sur notre psyché et nos biorhythmes. When the Moors went into Europe, they changed the appearance of the population. Do you see? So you have Italians, Spaniards being darker than the Scandinavians. A Scandinavian person told me that they never considered the Italians or Jewish people to be white. Do you see? Because the lighter people are further north. You see reference to Moors throughout African history. You see reference to Moors over here in American history. The Moors were African men who went into Europe around 711 AD, and they really civilized Europe because Europe was going through a dark age. Europe was really struggling because after the Vandals had basically destroyed Rome, everything was backwards over there. So the Moors went in and they ushered in the Renaissance era. They brought in science, mathematics, astrology. They brought all of this into Europe. They are bringing in hot and cold running water. They are bringing in concepts of what we call a cosmopolitan city. They are lighting the streets by lamps. In Cordova, you know, they built an entire city where the streets for miles you could walk with lamps that lit the street at night. And they had raised sidewalks where people could walk. The kings and queens of Europe lived in barns. Nobody wants to admit that.
but they lived in barns. They lived with the animals. And another thing that the Africans brought in was that they said, you know, you cannot let your chicken run around in your house, and them cows got to go outside. So they created what's called corrals. And corral is an Ethiopian word. It's a K-R-A-L sound. Corral, which is where they would put their animals after they domesticated them. Europeans let them animals run all up and down. This is where the German measles come from. This is where chickenpox come from. Because Europeans did not have a place for their animals. They just ran all up inside their places. And they would carry, as they would get illnesses and sicknesses, they did not bathe, so therefore they had no soap, they had no disinfectant, didn't have alcohol, so that this type of style of living brought illness. When the Moors came in, they wrapped all that up, along with bringing medicine. Septimus Severus was African, and he was the one that actually took the fight, took the Roman fight up north into England. The Russian language that we know today can be attributed to a black man named Alexander Pushkin. He created the modern Russian language because they were speaking French and other types of language there. Had it not been for someone like Alexander Pushkin, Russians would be speaking French today. A lot of people say that people like Leonardo da Vinci and Sir Isaac Newton, they created a lot of inventions in Europe, but a lot of their inventions can be attributed to the African presence that was in Europe, because there was a strong African presence and they were bringing in science and mathematics, so that's where all that came from. Leonardo da Vinci, Galileo, you know, all of them studied with African people. They didn't come up with this. And when people talk about Leonardo da Vinci, the only question that I have as it relates to Leonardo da Vinci is, who was his teacher? Who taught Leonardo da Vinci brain anatomy? Who taught him about the airplane? Who taught him this? Tell me who was his teacher. They can't tell you who the teacher is, because if they told you who the teacher is, they would have to tell you they were black. Marco Polo, he was considered to be one of the first Europeans to make it over into Eastern Asia. And what Marco Polo did, he took something known as the Silk Road into Asia. And the Silk Road was already established by Africans and other Aboriginal people. And the Silk Road, they would travel this road and they would trade garments. And this is why Italy has always been known to be a fashion mecca. People always talk about the quality of Italian clothes, but when we talk about Italian fashion, where did they get that fashion sense from? See, the Italians got that fashion sense from the Moors and the Africans that went in there. They brought those silk garments and all those fly clothes into Europe. Even the concept of alligator shoes, which is attributed to Italy. The thing is, alligators are not indigenous to Italy. Crocodiles are not indigenous to Italy. So where did they get those alligator skins and those crocodile skins? They got those from Africa. The Moors brought that in. And the players wear shoes called Maori Gators. Those are some of the most popular shoes around among players, the Maori Gators. The word Maori is a variation of the word Moorish. So we have to know all this stuff. All that is our stuff. That's African stuff. If you look at art, art tends to follow a certain type of a zeitgeist, a certain type of a mindset. People tend not to just wake up and paint one picture in America that looks identical to a picture that was painted in Africa thousands of years ago. Okay, and so whenever you see a piece of art, you can best believe that it was inspired by something that was seen prior to. In fact, when you look at some of the great European artists, okay, Van Gogh and all of these types of guys, you will see a lot of their art was inspired by the so-called dark art of West Africa. There has been studies that have put the pieces of Van Gogh and others up next to pieces of traditional African cultural art in West Africa. That art that would be considered a negative, underworldly, dark, and demonic. But the great European artists copied what was considered by Europe some of the lowest and most primitive forms of artwork that went on to be considered some of the most successful by them. Another very important African figure in Europe was a black man by the name of Angelo Soliman. He was a guy, he was a Moor, he was a celebrity in Europe, in Austria. He was also known as the father of pure Masonic thought because he was a Mason as well. And this guy, when he died, they literally stuffed his body. They skinned him and stuffed his body, and they would have him on display at certain places. So he was a very important figure in Europe. Suleiman taught Mozart. Who's Suleiman? Suleiman's a Moor, he's an African. Who is Beethoven? Beethoven was Thoven Bey, he was a Moor.
His mother was a Moor. Really? Yes. And when he went deaf, that melanin kicked in. The inner eye kicked in. He heard music better when he was deaf than he heard it otherwise. There's also another myth that he cut the webbing of his hand down to the bone so that he can get a better stretch. So there's some of the 32nd chords that he has, he plays, and most people can't play. They need like two people playing. That's why some people, in certain instances, you see two people playing Beethoven, two pianos playing Beethoven. That's because of what he did when he stretched his finger. Beethoven was called a Moor when he was growing up. Beethoven, there's a book about him called Beethoven's Hair because people were so infatuated with the texture of his hair. So that African bloodline runs real deep throughout Europe. And again, he was called a Moor, and the Moors were very important throughout Europe. And it's funny, the importance of the Moor was so deep in Europe, but we rarely hear about them in history books today. Put on the road. The origin of the name Europe comes from a Phoenician goddess named Europa. So the origin of the name Europe has an African origin because the Phoenicians, we're still dealing with black African people, the Canaanites and all that. When we talk about Phoenicians, we're still talking about black folks. The first Europeans were a group of Africans called the Grimaldi who had migrated from Africa to Europe between 40 and 60,000 years ago. And in the process of evolution, many of them lost the Africoid genotype and phenotypical features and then went on to look more European-esque. You even see in pre-racist Europe, Africans and Europeans living side by side. In fact, a lot of European families have an African background that they don't like to acknowledge. Queen Charlotte, she was a woman of African descent, and this is well known throughout. Résumons. Une guerre se déroule contre les populations mélanisées, une guerre orchestrée par les Blancs, les leucodermes, porteurs du gène du cannibalisme. Vous avez compris que beaucoup d'entre vous sont clairs de peau, mais ne peuvent d'un point de vue objectif se considérer comme blancs étant donné le fort taux de mélanine que vous possédez. Vous avez identifié par quel procédé d'empoisonnement ils organisent chaque jour la destruction des peuples mélanisés en empêchant le développement de votre glande pinéale au profit des leucodermes qui représentent seulement 13% de la population mondiale. On peut donc se faire une idée de l'ampleur du génocide mondial actuel orchestré par les élites les plus blanches de chaque pays. Le prochain numéro de notre chaîne traitera les sujets suivants. Nous ne sommes pas tous des êtres humains, les nègres de maison et qui sont véritablement les Kamites. Je suis le grand Crémite, fils du dieu Aton, chef suprême de la tribu Kra. Et je suis venu délivrer un message à vous les leucodermes, les singes blancs à petite queue. C'est un message de paix. Leucodermes, si vous n'arrêtez pas de persécuter les frères Crémites, une mer de sang va submerger la France. Suivant la tradition des sorciers blancs, leucodermes qui ont lancé la malédiction de Cham sur les Crémites en 398 avant celui que vous appelez Jésus-Christ, vous avez décidé de dissoudre la tribu Kra. Mais sachez que les fiers Crémites de la tribu Kra, contrairement à l'aspirine dont vous avez la couleur, ne se dissout pas. Mais votre arrêté, on marche dessus, on le découpe en petits morceaux, on le mange et avant de faire caca sur votre figure. Je te l'annonce en toute sincérité, leucoderme. Toi qui il y a 4000 ans marchais à quatre pattes dans les cavernes pendant que les Crémites gouvernaient le monde, tu vas nous rendre ce qui nous appartient. Je demande donc officiellement, en tant que grand Crémite, fils du dieu Aton et beau-frère du dieu Camon, la somme de 100 000 milliards de trilliards d'euros. En francs CFA. Ta gueule! Ainsi que 500 000 tonnes de manioc. Du bain plantain. Mais vous allez la fermer, sale nègre! Des enjolivores. Ta gueule! Ta gueule, mais c'est pas possible d'être raponté comme ça! Raciste. Qu'est-ce que ça dit là? La somme sera versée avant mardi prochain sur le compte postal de la mère de Crémy-Sébastien. Elle est bonne, sa mère. C'est pas possible d'être avec des empotés comme ça, sale Renoir! Vous allez la fermer, oui? La mère de Crémy-Sébastien, le grand fada de la tribu Kra, à la poste de Ponto-Como. Aïra!
Taking on the mindset and behavior of those children by trying to be just like them has not served us well at all, nor will it serve us in the future. There is no need to revere or fear those children. They are not the all-knowing, all-powerful masters of the universe that many of us have come to believe. Those children are simply children. Their mentality and behavior embodies all things childlike and childish. Those children no longer need to be feared. And until they can learn and mature into functioning adults on this planet, if even possible, they will need to be put in their proper place, just as children should be. And because those children have not learned to behave on their own, nature is conspiring to give those children the ultimate ass whooping that they so rightfully deserve. Karma's not a bitch, she's a mother. Je m'assieds, que je réfléchis, je dis mais c'est pas possible. Vous avez une communauté panafricaine qui entend tout le temps à la télévision les États-Unis d'Amérique. Il y a le mot uni. Vous avez l'Union européenne, vous avez l'union des peuples asiatiques. Comment voulez-vous que nous restions dans la désunion, la division et compagnie? Tout le monde fait l'union autour de nous. Quand on fait l'union autour de nous, c'est contre qui on fait l'union? Si après ce documentaire, vous restez encore persuadé que pour qu'une vérité soit valable, il faut qu'elle soit blanche, ce repli de votre âme doit disparaître. Nous, Kamites, avons les idées que nous avons toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence aussi longtemps que les jeunes générations Kamites resteront aliénées jusqu'à ce qu'elles se récupèrent. Mais déjà, vous avez des œillères colonialistes et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la cécité intellectuelle. Vous comprenez où est la raison dans cette éducation? Où est le développement du sens critique? Vous êtes que des chétifs surdopés. Je vous attends sur n'importe quel terrain, n'importe quand, bande de grosses merdes. On va vous baiser vos merdes. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Come on now, follow my lead. Oh, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Come on now, follow my lead. Oh, I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. Try to holler at me. I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. So baby, come with me. I just want your love, want your love, want your love, love. I just want your love, want your love. Try to holler at me. I hope you don't mind if I stand here and I stare all night. I can hardly wait till I hold you tight. Girl, I'm feeling it deep inside. Oh, your touch, I've been craving your touch. I can only take so much, so much. You want me alone, baby, I'm used to it. Hands on your waist, baby, I just need you. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Come on now, follow my lead. Oh, I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. Try to holler at me. I just want your love. Nobody else can get this love from me. Oh, I wanna take my time, gonna make you mine. So baby, come with me. I just want your love, want your love, want your love, love. I just want your love, want your love. Try to holler at me. Let's go wherever you like. We gon' get lost tonight. I got ways for us to make you feel right. Girl, I wanna know why you seem surprised. Oh, you acting like you solo, cause you know nobody knows. All these tricks got me in slow-mo singing way so far me though. Baby, I just want your body. No, nobody knows. Singing, meet me in the line. No, nobody knows. Rock. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Come on now, follow my lead. Baby, come with me. Oh, 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 yeah.
Ask me if I do this every day, I say often. Ask how many times she rode the wave, not so often. Bitches down to do it every day, way too often. Baby, I can make that pussy rain often. Ask me if I do this every day, I say often. Ask how many times she rode the wave, not so often. Bitches down to do it every day, way too often. Baby, I can make that pussy rain often, often. Girl, I do this often. Make that pussy pop, you know there ain't no time for talking, talking, talking. Girl, I do this often. Make that pussy pop, you know there ain't no time for talking. You know there ain't no time for you know, girl, I do this often. I usually sleep alone, but I can't help myself tonight. Come around, I left my keys by the stone, so let your body in inside, and we'll be drifting away, wave after wave, wave after wave, and we'll be drifting away, wave after wave, wave after wave. Ask me if I do this every day, I say often. Ask how many times she rode the wave, not so often. Bitches down to do it every day, way too often. Baby, I can make that pussy rain often, often. Girl, I do this often. Make that pussy pop, you know there ain't no time for talking, talking, talking. Girl, I do this often. Make that pussy pop, you know there ain't no time for talking. You know there ain't no time for you know, girl, I do this. Girl, I do this.